si tu as à cœur d'avoir un management inclusif, en fait, tu es juste un bon manager finalement. Voilà, exactement, c'est ça. C'est qu'en gros, quand tu fais un management qui est adapté aux personnes handicapées, tu as un management qui, dans tous les cas, est extrêmement bienveillant et bon pour tout le monde. C'est pas uniquement réservé aux personnes handicapées, le bon Ah bah management, non. c'est réservé à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Bon Choix, le podcast grâce auquel vous ne prendrez plus jamais de mauvaises décisions. Alors en termes de décision, il y a une personne qui n'a pas manqué d'en prendre tout au long de sa carrière, c'est Ghislain Morvan. Bienvenue Ghislain. Salut à tous, merci. Merci beaucoup de me faire l'amitié de venir sur le podcast. Avec plaisir. Alors Ghislain, nous on s'est rencontrés dans un cadre un peu particulier. On s'est rencontrés en septembre 2020 pour la première promo du campus de l'inclusion à Montpellier. Donc c'est la première promo Montpellier-Rennes. Le campus avait été lancé 2 ans avant, fin 2018, par Thibaut Gulli, donc qui est aujourd'hui directeur général de France Travail. Et l'objectif du campus, c'était de former les dirigeants et les dirigeantes à l'inclusion. Et je pense que de tous les dirigeants qu'on a formés depuis, donc c'est plus de 1000 dirigeants qu'on a formés sur toute la France depuis 2018, tu es peut-être celui qui est allé le plus loin en termes de prise de décision. Et c'est à ce titre-là que je te reçois aujourd'hui, puisque tu es le fondateur de Trèfle, une initiative qui est partie un petit peu de cette rencontre avec le campus, en tout cas qui est née à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis ravi déjà de savoir que mon parcours a été détecté comme celui qui a été un des plus productifs. En fait, j'avais été appelé à l'époque pour présider à la commission handicap dans un syndicat patronal Ok. et où on m'avait dit Ghislain, on a besoin de quelqu'un un peu dynamique, tu vois, qui vient nous apporter un coup de main là-dessus. Toi qui veux t'impliquer dans tout ce qui est associatif et social, viens nous rejoindre, viens nous aider. Et moi, tout de suite, ma réaction, c'était bah ouais, avec plaisir, mais par contre, la commission handicap, mais moi, j'y connais rien au handicap, donc je ne suis pas la bonne personne. Et on m'avait répondu, bah, tu sais, justement, nous, dans la commission, il n'y a que des gens qui connaissent le sujet, et on aimerait bien juste quelqu'un qui apporte justement un regard extérieur, qui propose des actions et autres. Et donc, j'avais accepté, on remonte déjà en 2019. Et dans Tu la étais déjà foulée, chef d'entreprise. ah oui, depuis Mm. 2005. Et dans la foulée, en ayant pris ce mandat, donc le but c'était de mener des actions, dans la foulée, on m'a dit, mais il y a le campus de l'inclusion pour justement, tu disais que tu t'y connais pas, et bien là tu vas pouvoir apprendre et savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un taux de chômage 2 fois plus élevé chez les Mm. personnes handicapées, qu'il y avait une importante discrimination, on parle souvent de la première cause de discrimination en Mm. France, souvent des injustices. Je me suis rendu compte aussi de à quel point les personnes des fois étaient merveilleuses et juste hyper impliquées, mais on les écartait. Donc cette forme un peu d'injustice, plus ma volonté de m'impliquer, et un campus qui était vraiment excellent au niveau pédagogique, où il y avait vraiment des items, il y avait 4 pistes, enfin on partait de là avec des outils concrets, ce que j'adore. Moi j'aime pas tout ce qui est symbolique, enfin j'aime pas, ça me parle pas. Donc là c'était des outils concrets, vous avez 4 méthodes, il y avait les achats, le Mm. recrutement, voilà. Et donc je suis parti là avec des outils. Juste après, il y a eu, ça a échappé à personne, une période sanitaire très complexe, en tout cas pour mon activité, le pire qui puisse arriver dans notre activité, puisque interdit de se rassembler. Alors, je sais Voilà. que tu es très, très, très visible sur les réseaux. D'ailleurs, j'aurais une petite question pour toi à ce sujet-là. Mais est-ce que tu peux rappeler justement quelle est ton activité ? Alors, à la base, je suis traiteur Mm. événementiel. Je dirige le Ok. groupe Traiteur Grand, qui est le plus gros traiteur d'Occitanie, et entrepris plein de chantiers. Et là, à ce moment-là, évidemment, j'ai mis en pause tous mes projets un peu sociaux et autres pour sauver ma boîte et sauver mon groupe. Et donc, pendant 2 ans, j'ai tout mis en sommeil et j'ai réveillé cette volonté de m'impliquer dans la cause de l'inclusion et du handicap. Sauf que j'ai l'impression que ça a mûri et qu'au lieu de reprendre là où on en était en mode bon, qu'est-ce que je fais comme achat, qu'est-ce que je fais comme recrutement, ben, j'ai poussé le curseur au maximum et donc j'ai fondé une entreprise adaptée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a un statut particulier puisqu'on a un agrément avec les services de l'État Oui. et je m'engage à recruter au moins 55% de personnes handicapées et ensuite de les accompagner au travers d'un accompagnement socio-professionnel pour qu'il y ait une utilité, pour qu'il y ait voilà, une mise dans le monde du travail qui soit accompagnée et viable. Et donc, effectivement, j'ai lancé cette initiative. Alors après, on pourrait même faire la distorsion sur le fait que je me suis rendu compte aussi que beaucoup d'humains étaient remplacés par la technologie, Oui. qu'on peut garder du service pour certains métiers au lieu de remplacer par les machines. Enfin bon, il y a plein de choses qui m'ont amené à faire ça. Mais en tout cas, voilà mon parcours, en tout cas sur le monde de l'inclusion et du handicap. Le campus a été un vrai outil, un vrai déclencheur pour moi pour comprendre comment ça marchait et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, je suis allé jusqu'à la dernière case quasiment, qui était de créer l'entreprise pour Ah, ça, quoi. tu pouvais pas aller plus loin, effectivement. En tout cas, dans le cadre qui est Mm. le cadre réglementaire en France sur le sujet Mm. aujourd'hui, tu es, allé jusqu'au bout de la démarche. Mais alors, du coup, Trèfle, c'est un traiteur. Non, Trèfle, il y a 2 activités.
La première, la principale, c'est de créer des petites cantines d'entreprise ou des D'accord. grosses cantines d'entreprise. En fait, c'est même difficile d'expliquer ce que c'est puisque c'est un nouveau format qui n'existe pas. J'ai un atelier adapté, donc une entreprise adaptée, qui fabrique des plats cuisinés, Ok, donc une cuisine. voilà, qui les met dans des barquettes Ok. ou dans des bacs gastro. Et je les livre sur un site, par exemple un client, une entreprise qui dit bah, nous on a envie d'avoir une bonne restauration, Mm. une pause déjeuner savoureuse, et en plus on a des valeurs d'inclusion. Je les livre dans une entreprise et je fais le service avec toujours, sur toute la chaîne, une personne handicapée ou en tout cas du staff avec des personnes RQTH pour les inclure dans l'entreprise au travers de mon entreprise adaptée. Donc en gros, ce que je suis, c'est un espèce de restaurant d'entreprise, un food corner, une cantine, enfin on m'appelle comme on Ouais. veut, mais une solution de restauration où évidemment, comme je suis traiteur à la base, bah, on se régale, c'est très bon ce qu'on fait. Et de deux, on a des vraies valeurs d'inclusion puisque on a au moins cet engagement et puis surtout la possibilité pour les entreprises qui nous prennent de délivrer un reçu libératoire. Ce qui fait que là, je rejoins le côté campus de l'inclusion où on nous avait D'accord. dit il faut acheter. Il faut acheter, Eh oui. ben, je permets aux entreprises D'acheter d'acheter, de faire de inclusif. l'achat inclusif Mm. parce que je suis EA. Et donc, que quand elle m'achète la prestation, eh bien, elle peut intégrer ça dans sa déclaration obligatoire. Et toi, tu dirais aujourd'hui, bon, bien évidemment, je pense que je connais la réponse, que ça a été une bonne décision de le faire. Ah oui, je suis ravi. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'avoir créé ça, d'avoir fondé ça? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été, de manière sincère, hyper engagé dans les domaines de RSE. Oui, Mais RSE, on voit beaucoup souvent ça sous l'angle, notamment dans nos métiers, de zéro déchet, oui. de l'écologie ou la biodiversité. Et très peu le côté Le social, en final. bioéquitable. Ouais, ouais, voilà, mais pas trop le social. Ok. Et si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui aime le concret. C'est en gros, comme je l'ai dit pour le campus, moi, j'aime les choses hyper concrètes et mesurables. Et j'avoue que quand j'ai fait beaucoup d'actions, et on continue à faire beaucoup d'actions sur l'éco-responsabilité, l'écologie, on a changé notre façon de tourner, de livrer les clients et tout ça en traiteur, D'accord. pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas pour autant que le lendemain, quand j'ai fait une grosse action, j'ai plus froid que la veille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Voilà. effectivement. Je sais que je contribue, il n'y a pas de souci Oui. là-dessus, je sais que je fais quelque chose qui est beaucoup mieux, mais j'ai Oui, pas par la rapport à perception. ce besoin de voir les choses se Voilà. matérialiser, bah effectivement, tu l'as pas. C'est Mm. ça. Alors que là, tu me poses la question de qu'est-ce que ça m'apporte. Eh bien, quand je vois une personne qui me dit que ça fait 6 mois qu'elle galère, qu'elle est refoulée de partout, et que chez moi, je l'accueille, elle est contente parce que l'entretien, il est cool, on fait ça un peu à la one again avec 2 cafés, et puis que je lui offre une possibilité de venir chez nous, se former ou travailler, et qu'elle a le sourire à la banane, waouh, c'est C'est pas une énorme tangible satisfaction. d'un point de vue... enfin si, c'est tangible, c'est un emploi créé, mais Mm. c'est surtout que tu as de l'émotion. Et moi, j'adore ça. Et j'ai fait ce métier quand même de traiteur pour de l'émotionnel. Faire des mariages, faire des anniversaires d'entreprise, faire des Mm. séminaires. On est là pour accompagner les gens dans des Oui, moments tu de rends les joie. gens heureux, ouais. Et bien là, de voir ce truc-là, ce regard et ce sourire, en tout cas ce côté de avant je galérais et maintenant j'ai une solution, ben voilà, moi ça a de l'impact et donc je m'émerveille de voir ça, quoi. Bah, c'est un peu le critère, effectivement, d'une bonne décision. C'est une décision qui nous rend heureux, donc là, ça fonctionne plutôt Exactement. bien. Ouais. Du coup, toi, quand tu as décidé de monter ta boîte, donc tu m'as dit tu es entrepreneur depuis 2005. Ouais, quand Ok, j'étais étudiant en 2005, j'ai monté ma boîte en même temps. Ouais. d'accord. Et pourquoi? Tu te J'avais. souviens à l'époque pourquoi tu avais décidé de créer une entreprise plutôt que de partir Hmm. vers le salariat? Bah, déjà depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de faire mon petit business, enfin voilà, de faire des trucs quand j'étais Tu gosse. vendais les limonades devant la porte. Alors presque, je vendais moi les Twix, les Mars, les D'accord. sneakers que j'achetais en bar à Auchan. Non, c'était un Mammouth à l'époque. Ouais. J'achetais les gros formats, Tu les genre revendais 12 au plus de collège. gratuit, et je les vendais à l'unité. Alors, je sais même pas si à l'époque il n'y avait pas marqué interdit d'être vendu, mais bon, à ce moment-là j'avais 12 ans, on s'en fichait. Donc j'ai Tu vas toujours donner eu. quelques idées à nos jeunes auditeurs. Donc j'achetais ça en gros, je les revendais, je faisais pareil les Mantecados, j'ai vendu des CD, D'accord. enfin voilà, je faisais un tas de trucs. J'aime ce côté où tu apportes un service, Hmm. tu essaies de te différencier, bon voilà. Et puis ça a continué comme ça. Et ce qui a été aussi un élément déterminant, c'est que quand j'ai travaillé dans les entreprises en mode stagiaire pendant Oui. mes cours, je me rendais compte des fois de problématiques de l'entreprise. J'avais une espèce de regard, je sais pas, critique, mais quand même assez objectif, et où je disais, mais attends, la boîte elle gagne tant, mais elle a un service qui est déficitaire, donc pourquoi? Et du coup, je remettais en question les qualités entrepreneuriales du dirigeant qui me prenait un stage en disant mais attendez, ça il faut pas faire, il faut couper ça, enfin ça va pas, vous dégradez un service, et puis en plus quelle est l'image que vous envoyez aux employés quand vous savez que eux vous pouvez pas les payer mieux parce qu'en fait vous avez un autre service qui est déficitaire, enfin c'est pas bon. Et bon, on me prenait pour un fou en mode mais t'es un stagiaire donc détends-toi. Et là je me suis dit mais en fait moi j'ai pas envie de faire ce constat, de vouloir faire des choses et Et de de pas pas pouvoir les pouvoir. faire. Hmm. Donc j'ai dit je veux être responsable de mes échecs et ou de mes succès. Et donc j'ai dit, il faut que je sois entrepreneur. Et donc j'ai pris la décision en janvier 2005 que j'allais créer mon entreprise. Et j'étais étudiant jusqu'en décembre 2005.
Donc, il me restait une année pour monter mon projet. Et je me suis dit, profitons de ces études-là pour mener mon projet. Pourquoi? Parce que tu sais, dans ces études-là un peu longues, tu dois faire une thèse. Et quand Mhm. tu dois faire une thèse, souvent, tu fais un truc qui est fictif Oui, qui est un peu pour bateau, avoir le oui. diplôme. Mm. Et après, tu ranges ton dossier dans le placard et puis tu pars sur autre chose. Mm. Et je me suis dit, mais moi qui aime l'efficience, donc l'efficacité mais ramenée aux moyens, je me suis dit, je vais profiter de mes profs qui sont des consultants gratuits. Faut Je vais faire un truc profiter qui de soit cette année utile. pour faire une thèse où de toute façon je suis obligé de le faire pour avoir un diplôme. Et en plus, si ça, j'arrive à faire un dossier mais qui me sert à créer ma boîte ou même à racheter une, voilà, c'est jackpot, quoi. Et En donc, tu as gros, fait ton business plan. donc j'ai fait tout. Ouais, j'ai fait analyse de SWOT, le business plan, tout. J'ai même fait une pièce de théâtre pour raconter ça. Et j'ai Comment ça, fait. t'as fait une pièce de théâtre? Mais en fait, une fois, un gars m'a dit, tu veux pas faire venir participer à une conférence pour expliquer ton parcours entrepreneurial il y a quasiment 20 ans Ok. et tout ça. Et je dis, mais moi, tu sais, franchement, prendre le micro pour dire, ouais, donc je suis le meilleur, j'ai réussi à convaincre les banquiers et tout ça, franchement, ça m'intéresse pas trop. Parler d'inclusion, parler de tout ça, ok, mais ça m'intéresse pas. Et je dis, par contre, et on a eu l'idée avec Jean-Luc, que tu connais D'accord, bien, Jean-Luc effectivement. Cohen-Raimbaud, que je salue, on a eu l'idée ensemble de créer une pièce de théâtre pour mettre ça en Incroyable. lumière. Et donc, moi, qu'elle est venue me voir, Jean-Luc, ouais, tu voudrais pas qu'on fasse une pièce et tout? Je dis, oui, mais j'ai l'idée, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai rédigé les scénarios, j'ai fait la mise en scène, et après, avec Jean-Luc, on a répété tout ça. Et j'ai profité aussi de son expérience de comédien, et on a monté cette pièce, et on a joué la pièce à cette Génial. conférence, au lieu de faire la conférence en mode, moi, je suis le patron, en effet, donc j'ai créé mon entreprise, j'ai fait le business plan, les banquiers voulaient pas me prêter, mais j'ai réussi en faisant ça. Ben, on l'a joué en pièce. Et donc, c'était parce que c'était hyper rigolo pendant Ah un bah oui. an. Je me suis fait balloter, oui, non, le vendeur qui veut plus, la banque qui veut, puis qui veut plus, enfin, qui me vend. Voilà. Donc, c'était hyper marrant. Et donc, je voulais absolument être responsable de tout ça. Mais là, tu passes aussi un message, je trouve hyper fort, c'est qu'en fait, les jeunes, quand ils arrivent, ils ont un regard tout frais. Ils sont hyper intelligents, ils ont plein de choses dans la tête parce qu'ils entendent et ils écoutent, ils s'inspirent de plein de sources différentes. Et en fait, ils voient les choses. Si on va pas les chercher, si on leur laisse pas la parole, si on leur donne pas la possibilité de s'exprimer, ben en fait, on passe à côté d'une richesse qui est incroyable. Eh ben là, tu peux pas tomber mieux. Tu me disais tout à l'heure que je communiquais beaucoup, mais il y a qu'à lire ce que je marque, c'est exactement ça. En fait, dans les entreprises, très souvent, on manque d'écoute des collaborateurs. En fait, il y a une richesse cachée, il y a des talents insoupçonnés, et on leur laisse pas l'espace de parole. Et des fois, ça prend rien, ça prend 5 10 minutes. Mais en fait, si le dirigeant, au lieu de dire qu'est-ce qu'il fait stagiaire, tais-toi, Mm. t'es que stagiaire, il m'avait écouté, il avait analysé mon propos, il aurait pu me dire t'as pas une vision globale, tu te trompes, ou alors je t'explique pourquoi, il aurait pu Mm. m'amener sa richesse à lui. Ou me dire, waouh, ah ouais, d'accord, ok, ben écoute, j'ai pas vu ça comme ça, je vais analyser. Mais non, lui, il est resté fermé. Donc, du coup, il n'a pas Oui, c'est récupéré cette privé de cette information qui était gratuite. opportunité. Mm. Et donc, effectivement, l'écoute dans une entreprise à tous les niveaux, il Mm. faut la cultiver et s'inspirer des personnes qui t'amènent de l'information. Puis il faut aller la chercher aussi, parce que toi, tu parles des personnes qui sont en situation de handicap, et donc du coup, toi, tu as adapté ton entreprise, enfin en tout cas, tu as créé une entreprise qui est adaptée à leur situation, mais il y a aussi des profils dans l'entreprise qui n'ont pas de handicap déclaré, Bien sûr. mais qui sont extrêmement introvertis, qui sont rêveurs, hein, tout simplement. C'est des personnes qui ont un univers intérieur qui est hyper riche, mais en revanche, si ces personnes-là en réunion, tu vas pas les chercher, et que tu as Exactement. toujours ceux qui sont un peu plus, ceux qui roulent un peu plus des mécaniques, qui sont un peu plus grande gueule, qui prennent la parole et qui prennent toute la place, bah, c'est aussi notre responsabilité en tant que dirigeant de se dire ah tiens en fait cette personne-là elle parle pas, pourtant elle est super efficace dans son job, donc il doit se passer des trucs dans sa tête auxquels on n'a pas accès. Et c'est aussi ça adapter l'entreprise, c'est de se dire bah on a tous des éléments de richesse qu'il faut aller chercher. Ça c'est le job du patron finalement de le faire. C'est exactement ça. Tu viens de résumer un post LinkedIn que j'ai fait qui a buzzé de fou, où j'avais Ouais. mis en face des gueulards avec les personnes silencieuses. Ah Et le génial. message, ouais, vraiment, le pictogramme, c'est ça. Et j'avais expliqué exactement ça. J'avais dit, le fond du message, c'était donner la parole et écouter le silence. En gros, donner la Mm. parole aux silencieux et n'écoutez pas que ceux qui vocifèrent ou qui peuvent crier. Parce que autant certains peuvent être compétents, mais parfois ça peut être aussi, c'est pas forcément les plus compétents qui parlent. C'est ça le Ah oui c'est distinguo. sûr ouais. Voilà. Et du coup, on peut niveler l'entreprise et par les gens qui crient, Mm. par les gens qui parlent, mais pas forcément par ceux qui ont les meilleures idées. Et donc Oui, ou j'avais qui dit pensent exactement ça. J'avais dit écoutez le silence et donner la parole aux personnes silencieuses et qui sont peut-être des talents cachés. Exactement, j'avais dit ça. Et alors justement, je voudrais juste rebondir là-dessus. Toi, tu es très 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 visible sur les réseaux. Tu fais des choses très différentes. Euh, à quoi ça sert finalement pour toi? En fait, C'est ouais, quand j'ai, c'est presque une manière de donner ta voix justement à ceux qui sont un peu plus silencieux. Enfin, ça remplit quelle fonction pour toi? merci de me poser la question parce que il y en a qui savent pas du coup si je suis influenceur, machin truc. Enfin, moi, je me mets pas de mots ni de noms. Simplement, je communique des choses qui me semblent essentielles. Et quand j'ai créé cette entreprise adaptée, j'ai voulu faire deux choses.
La première, c'est d'avoir de l'impact direct sur de la création d'emplois au travers de mon entreprise. En gros, j'embauche une personne, j'ai créé un emploi. Ok. Et la deuxième chose que je voulais faire, qui me tenait à cœur aussi, c'est de sensibiliser, comme j'avais pu le faire quand je m'étais impliqué dans la commission handicap, par exemple. Ok. Je me suis dit, je vais me servir de cet outil et de l'expérience que je vais en retirer, à la fois managériale, recrutement et inclusion, pour partager des conseils, des choses que j'ai vécues. Moi, depuis 20 ans, j'en ai fait des conneries, j'en ai fait des bonnes choses, j'en ai tiré des leçons. Et du coup, l'idée, c'était de formater, de faire des petits formats courts, simples, efficaces, de choses que j'ai constatées et qui permettent d'être une espèce de leader d'opinion ou en Mm. tout cas de partageur d'opinion pour que les gens puissent adapter un mode de management inclusif, plutôt tourné sur un recrutement bienveillant, etc., sur des choses que j'avais constatées. Donc mon but, c'est de communiquer, c'est de donner la visibilité à ces sujets, tout simplement. Alors après, certes, tu es un influenceur, enfin même si tu te positionnes pas, même si c'est pas ton job, ton titre d'être influenceur, bah, c'est vrai que tu as une influence qui est importante parce que tu as un gros réseau, parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent, mais tu mets aussi beaucoup de gens en valeur puisque tu as un format court où tu mets en avant, en valeur des profils hyper différents. Ouais, bon, en fait, on est tous influenceurs, c'est juste une question de nombre. En Oui. gros, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un et que tu influences sa décision Mm. pour qu'il prenne ta solution, pour lui vendre ou pour lui simplement lui dire ça serait bien que tu fasses de l'inclusion quand même, c'est top. Regarde, moi j'ai recruté une personne handicapée et ça se passe bien. En one-to-one entre deux dirigeants, il y en a un qui influence l'autre. Oui, Donc, on est tous influenceurs à c'est niveau. vrai. On nous dit, nous, influenceurs, parce qu'en fait, simplement, il y a beaucoup d'abonnés. Mais en fait, on fait simplement que multiplier la parole, la même parole. Donc, on n'est pas plus influenceur que l'autre. Enfin, on l'est parce qu'il y a le nombre. Mais en réalité, à partir du moment où tu passes un message, que tu aies 4 vues ou que tu en aies 4 millions, tu as influencé 4 personnes ou 4 millions, positivement ou négativement, peu importe. Mais moi, cette histoire de influenceur, je ne sais même pas quelle est la définition. J'avais l'impression que c'était plutôt que tu te mettais du rouge à lèvres et que tu disais, ouais, c'est la meilleure marque et que tu mettais un code promo pour le vendre. Moi, je fais pas ça. Non. Moi, je communique. Moi, je gagne rien en fait à faire ça. Oui, oui, après, ça, c'est plus de la publicité. Effectivement, tu as beaucoup d'influenceurs qui font absolument pas de pub. Voilà. Mm. Oui, enfin, ou alors ils s'en servent pour leur Oui. business, ou je sais pas. Mm. Bon, moi en tout cas, aujourd'hui, je gagne rien avec ça. Je passe du temps, je partage, ça crée une communauté. Ok, peut-être que demain il y aura un truc à faire, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je partage, c'est gratuit. Et limite, tu empiles tous mes posts, et à la fin, tu as un bouquin. Oui, c'est Donc, vrai. ouais, C'est la prochaine étape? je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, moi c'est du partage. Donc, si ça influence des gens, oui, je l'avoue et je l'admets, puisque de toute façon, n'importe quelle discussion a de l'influence. Tu vois, quand tu vois les infos, tu es influencé par le mec à la télé. C'est Oui, c'est l'influenceur, pour ça que c'est le d'autant plus journaliste. important Voilà, aussi de bien choisir ce qu'on écoute et ce qu'on regarde, parce exactement. que c'est pas neutre. Après, tu as un format aussi où tu invites des personnes. Alors, c'est encore autre chose, mais ça fait partie de la même idée pour moi. Pareil, je gagne rien avec ça. Ça me coûte même beaucoup d'ailleurs. L'idée, c'est de donner la visibilité à ce qui est souvent invisible. Le handicap, tu dis ça, tu fais un micro-trottoir demain, à mon avis, tout le monde va te dessiner un fauteuil roulant. Oui, Ok. c'est vrai. Ou un chien d'aveugle peut-être, Mm. parce que voilà. Donc, c'est quand, et pourtant, le fauteuil roulant, c'est 3% des personnes handicapées. La mobilité réduite, c'est 5% des personnes handicapées. Et D'accord. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, ça veut dire que tu as une personne, par exemple, qui peut souffrir intérieurement, qui va passer devant d'autres personnes à la caisse handicapée, et qui va se faire critiquer parce que bah, visuellement, elle ne correspond pas aux standards qu'on s'est dit du handicap. Mais pour Mais alors, autant, c'est quoi des exemples de handicap invisible? Parce que c'est vrai que même ça, tu as raison, hein, l'exemple du micro-trottoir, il est pertinent. Tu demanderas à des personnes de citer des exemples de handicap invisible, on hmm, n'en aurait pas forcément qui nous viendra en bah, tête. je vais te donner un truc tout simple. Quelqu'un qui a une inflammation de la moelle épinière. Oui. Elle peut marcher normalement, mais ça peut la faire souffrir atrocement. Donc elle prend des cachets pour compenser, ou elle n'en prend pas et elle a mal. Mais en gros, si elle reste 10 minutes debout à la caisse, la douleur va grandir et du coup, elle va avoir beaucoup plus mal que si tu la laisses passer et qu'elle met 1 minute. Mais ça se voit pas. Elle marche comme toi, elle passe, elle peut être bien habillée, peut avoir des talons peut-être, tu Ouais, vois. ouais. Et donc c'est invisible. Pourtant, elle a une reconnaissance parce que les examens ont montré qu'elle avait une inflammation, qu'elle souffrait. Et du coup, l'idée, c'est de dire juste, ah, vous souffrez, passez devant. Mais sauf qu'en gros, tu veux dire quoi? Je souffre, enfin, ça se voit pas la souffrance. Tu vois, c'est juste un exemple. C'est comme les troubles psychiatriques. Tu as beaucoup de personnes qui Exactement. sont tout à fait aptes à travailler en entreprise et qui pourtant souffrent de grandes difficultés, qui ont d'ailleurs le statut Ouais. de personnes en situation de handicap. Mais même trouble anxieux, sans aller jusque, tu vois, Oui. trouble anxieux, ça veut dire qu'en gros, si tu lui as pas dit pourquoi tu l'as convoqué, la personne à l'avance, eh ben, elle est en panique complet, quoi, tu vois. Donc, l'adaptation au poste, elle est simple. C'est que tu lui dis, puis-je venir te voir, peux-tu venir me voir dans mon bureau, pouvons-nous caler un rendez-vous parce qu'on va aborder ce sujet, ce sujet, ce sujet. Et voilà, et tu évites d'avoir un trouble anxieux. Oui, ce qui en même temps est aussi une bonne pratique de management. Bah Donc oui, finalement, en fait, que tu si peux tu as... adapter. Bah, bien Oui, sûr.
Si tu as à cœur d'avoir un management inclusif, en fait, tu es juste un bon manager finalement. Ben voilà, exactement, c'est ça. C'est qu'en gros, quand tu fais un management qui est adapté aux personnes handicapées, eh ben, tu as un management qui, dans tous les cas, est extrêmement bienveillant et bon pour tout le monde. C'est pas uniquement réservé aux personnes handicapées, le bon Ah bah management, non. c'est réservé à tout le monde. Bah, c'est qu'on Parce a que, tous nos critères de diversité et aussi de déficience, de défaillance. oui, et de variabilité de celle-ci. Oui, Tu vois, TDAH, tout le monde aujourd'hui s'autoproclame TDAH. oui, il y en a Mais tu beaucoup. as Il y a plusieurs beaucoup. niveaux. Les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, c'est pareil, tu as, plein de spectres. Et en fait, c'est pas on-off, quoi. C'est comme la taille des oreilles ou la taille du nez. Tu as des petits nez, des moyens nez, enfin, tu vois, tu as tous les millimètres, quoi. Et bien, les handicaps, les troubles qu'il peut y avoir, les déficiences qu'il peut y avoir, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est pas on-off, quoi. C'est pas oui ou non. Mm. Ça peut être un peu, beaucoup, moyennement, à passion, à la folie. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, l'adaptation que tu peux faire vis-à-vis d'une personne handicapée, en tout cas managériale, elle s'adapte, elle va bien pour tout le monde, quoi. Ah, ça va bénéficier à tout le monde, ouais, ça c'est sûr. C'est combien de salariés aujourd'hui, Trèfle? Trèfle, on est 14 actuellement. Ok. On recrute à peu près 2-3 personnes par mois supplémentaires. Et du coup, toi, tu les connais tous? Ah bah aujourd'hui, oui. Enfin, D'accord. sur Trèfle, oui. Bah, je bosse avec eux. Puis nous, on a fait ça en mode, on n'a pas de budget, hein. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai créé l'entreprise et on fait tout à la mano, en mode à la papa, quoi. J'ai pas fait de levée de fonds, on n'a pas mis un gros capital. Enfin, on fait tout comme ça. Moi, on parle des réseaux sociaux, c'est un téléphone et Canva version gratuite et basta, quoi. Il y a pas de budget, il y a pas de... Non, mais tu vois. Et tout est comme ça chez nous aujourd'hui. En tout cas, même la voiture de fonction, enfin, il y a pas de... Il y a pas de... Oui, c'est simple, ouais. C'est simple, le site internet, j'en avais pas, tout le monde me dit, mais c'est incroyable, la visibilité que tu n'as pas de site à la fin. Et on me l'a offert, en mode, j'ai pitié, tu me fais pitié, tiens. Non mais, donc elle a été super gentille, Émilie, de m'offrir ce site. Elle m'a offert un site. Enfin, en gros, nous, pour l'instant, c'est low cost, quoi. On fait Oui, tout vous à la démarrez. mano pour justement sortir. En fait, si tu veux, cette idée de projet entrepreneurial, c'est de casser les codes à tous les sujets, tu vois. Et cette idée que j'ai une idée, boum, tout de suite, je vais lever des fonds, je lève 1 million, et du coup, je dépense à tort et à travers, je recrute, je débauche, et je dépense plus que de raison, donc je ne suis pas dans un modèle viable. J'espère l'avoir plus tard, et donc je dépense, et puis après, j'ai plus d'argent, donc je redemande une deuxième tournée. Voilà, moi, j'essaie aujourd'hui de faire différemment. Et donc, on fait comme ça, Oui, un sans choix de budget. faire sobre. Sans budget. Ok. Sans budget du tout. Ah ouais, sans budget. Incroyable. Mm. Le moteur de tes décisions, c'est quoi? Le moteur, il n'y en a Ouais. qu'un, c'est l'emploi, créer l'emploi et trouver un projet socio-professionnel à des personnes éloignées de l'emploi. C'est ça mon leitmotiv, c'est créer l'emploi, tout simplement. Ok. Mm. Génial. Mais c'est la vraie création, c'est en gros, et c'est bien que je revienne là-dessus, c'est que parfois je prends des marchés sur lesquels il y avait déjà quelqu'un qui avait le marché. Donc c'est vrai que je fais de la création d'emplois inclusifs, mais en même temps je tue de l'emploi traditionnel. Donc je ne suis pas un vrai créateur d'emplois, je suis un créateur d'emplois inclusifs, ce qui est très bien. Et donc du coup je renivelle 2 fois plus de chômage, je renivelle. Mais mon concept de food corner, ce qu'il a de intéressant là-dessus, c'est qu'il s'adresse à des entreprises qui n'ont pas de solution de restauration ou qui ont des systèmes de frigo connectés ou de frigo distributeurs automatiques. Et donc sur lesquels il n'y a pas d'humain. Tu as de la technologie, des ordinateurs derrière, des puces électroniques sur les plats pour voir que tu as pris le plat et tout ça. Et quand je remplace une solution automatisée, là je suis un créateur d'emplois. Donc je diminue le taux de chômage des personnes handicapées, mais je diminue, bon, toute proportion gardée, mais je diminue le taux de chômage tout court. Parce qu'on vire une machine Oui, qui tu as n'a... un gain net sur Voilà, il y a l'emploi. une gain nette. Mm. Tu vires une machine qui n'ira pas pleurer, qui n'ira pas en dépression. Qui va jamais te causer de Voilà. soucis, mais Et qui à va la place, jamais t'apporter de joie voilà. non plus. Et à la place, tu mets une personne. Mm. Alors, oui, c'est plus dur. Oui, c'est plus facile d'avoir une machine automatique. Mais moi, ce qui me plaît, c'est justement cette difficulté, mais cette difficulté qui est utile que de manager les personnes, de recruter, de s'adapter, etc., de les remplacer quand ils sont malades, quand ils sont en congé. Mais moi, je préfère garder du service humain que me dire, ouais, allez, rien à fiche des humains, on part tous sur la techno à fond, quoi. Voilà. Pourquoi c'est important pour toi, à titre personnel, de créer de l'emploi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Mais parce que moi, je suis un gros travailleur, mais c'est pas que ça, c'est que moi, je trouve que par l'emploi, tu règles une vie. L'emploi, c'est une raison de se lever le matin, une utilité socio-professionnelle dans tous les cas dans le handicap. C'est un salaire qui tombe à la fin du mois, c'est ce qui te permet de profiter d'une soirée, d'un week-end ou d'aller au restaurant. Et pour moi, sans emploi, euh, enfin, tu ne crées pas une vie comme ça, quoi. Tu vois, même si demain on dit que le chat GPT va nous remplacer à 80% par exemple, ou l'IA, et qu'on va avoir le RUB, le revenu universel, moi ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas d'avoir un truc qui tombe sur le compte en banque et de rien faire. Pour moi, je trouve qu'apporter un service à la société, ça sert à quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction profonde. Et quand je recrute une personne qui n'avait pas de boulot, qui était éloignée de l'emploi et qui donc toute la journée jouait à la Xbox, par exemple, ou à la PlayStation, et qui maintenant va venir chez moi, même pour faire la plonge, elle est plus heureuse que rester toute la journée devant le jeu vidéo. Parce que le matin, elle se lève, elle a un rythme de vie, elle vient, elle prend son petit déjeuner, elle vient au travail, elle fait son travail, elle prend sa fiche de paye, le week-end, le soir, elle peut profiter de rejouer à la play si elle veut, d'avoir des invités, etc., que de se morfondre et d'avoir de l'anxiété ou, je sais pas, de la dépression à la maison parce que tu n'as pas d'utilité. Tu ne fais Oui, rien on de a ta tous vie. besoin de façon de se sentir utile. Voilà. Alors, on n'est pas tous pareils. Hein. Tu en as plein qui te diraient non, non, mais moi demain, je prends le salaire et je fais rien. Faites-le Je 5 sais ans. pas. Faites-le 5 ans, vous allez voir. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Je pense que oui, effectivement, peut-être qu'on serait même tous pas contre l'idée d'avoir une année sabbatique. Ok, peut-être. Une année. En revanche, sur la durée, je sais pas si on serait nombreux à se sentir heureux comme ça. Toi, tu le fais à ton niveau, de rendre les gens heureux en leur donnant un emploi. Comment tu penses qu'on peut faire au niveau national pour renverser des stats qui quand même vont pas aujourd'hui dans le bon sens? Bah, il y a plusieurs choses à faire. Moi, à mon niveau, ce que je fais, c'est communiquer. Donc, j'ai une portée quand même qui est assez forte aujourd'hui. Oui. Et donc, je m'en sers pour justement Parce qu'elle essayer. est cohérente aussi. Tu as un Ouais, message qui est le même depuis maintenant plusieurs années. exactement. Et là, tu vois, par exemple, quand le nouveau gouvernement a été nommé, il n'y a pas eu de secrétaire général ni de ministre du handicap. Donc, on a tous gueulé. Et l'addition du nombre de gueulantes a fait qu'ils se sont dit waouh, je crois qu'on a oublié un sujet et ils ont nommé quelqu'un. Ouais. Donc, première chose à faire. Mais enfin là, on le dit comme ça avec une petite pointe de sarcasme, mais c'est quand même C'est grave. extrêmement grave. Non, mais c'est gravissime. Non, mais c'est gravissime. Surtout qu'on le fait après toute la salamandre des JO, des JO qui étaient très inclusifs au niveau de l'image oui, et du ça, c'est symbole, au niveau des Jeux paralympiques, etc. On nous en a mis du symbolique. Hein. Mais le Oui, puis problème, pas que du symbolique, il y a eu une réalité effectivement dans les faits. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même tout l'investissement qu'il y a eu sur les Jeux paralympiques qui a été énorme. oui, mais c'est symbolique. Pourquoi? Parce que c'est un épiphénomène, c'est Oui, c'est épisodique. l'anecdote. Voilà, Ouais. oui, tu as un handicapé qui a porté la flamme olympique pour l'amener, pour allumer. D'accord, mais en fait, il se passe quoi derrière? Le mec qui est en fauteuil roulant, qui voit ça à la télé, il a un boulot? Il a un boulot, il a pas un boulot, le gars après, quoi. Ouais. Non. Donc c'est du symbolique, c'est du symbole, c'est de la sensibilisation, c'est tout ce qu'on veut. Et moi, je trouve qu'il faut aller au-delà de ça. Tu vois, comme moi, les gens m'ont dit, tu as fait le duo D? Ben, j'ai dit non, moi, je fais le duo hier. J'ai fait le duo multi hier. En gros, le duo D, c'est la journée. C'est vrai que tu viens, tu passes une journée en La journée, partenariat voilà. avec une personne valide, entre guillemets, si Voilà, t'es en c'est ça. situation d'invalidité. Voilà, exactement. Et donc, tu as une journée de découverte, ou Ouais. quoi, tu vois, c'est presque le centre aéré. Quoi. Bon, ok. Mais le but, c'est de sensibiliser pour créer l'emploi. Oui. Est-ce Après, à pas minimiser non plus, parce que dans des Non. très grandes entreprises, ça a quand même un impact en termes de prise de conscience. Donc il faut quand même le faire. Bien sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est de recruter derrière. Ah oui. Ça, c'est juste la vitrine, quoi, tu vois. C'est comme si tu as un site, mais jamais personne n'appuie sur le bouton Ouais. acheter ou fermeture de contact. Ben, au bout d'un moment, ton site internet, il sert à rien. Okay. Donc là, l'idée, ça, c'est la vitrine. C'est le moyen de faire rentrer le handicap dans les entreprises, par la petite porte, une journée, la semaine. Et derrière, il faut qu'il y ait de l'emploi. Tu vois, c'est ça le but. Ouais. Et si on reste à constater que nous, on est hyper impliqués dans l'inclusion, on a fait le duo D, on a fait la semaine. Ah non, mais attends, la personne, elle veut travailler toute l'année. Elle veut, comme je l'ai dit, aller au resto, elle veut vivre. Donc, le symbolique, c'est super. Mais il faut que ça soit suivi d'effet. Et là, ce que je déplore, c'est pas le symbolique. Ok, super. On fait du symbolique à fond la caisse et derrière, on oublie de nommer quelqu'un en charge de ces sujets-là. On parle de 12 millions de personnes handicapées en France. Et on nous enlève 100 millions d'euros de budget qui est dédié à l'inclusion et à la recherche et à l'aide pour employer des personnes handicapées. Parce que, il faut être clair, moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Une personne handicapée, très souvent, elle a besoin d'adaptation au poste. Oui. Donc de l'argent. D'accompagnement aussi. Voilà, donc d'argent ou d'adaptation managériale, donc de la formation du manager, donc du budget pour former ou pour adapter, pour mettre un matériel qui est adapté. Bon. Ou alors, elle a un handicap ou une déficience qui fait qu'elle ne peut pas être 100% productive, ça arrive aussi, il ne faut pas s'en cacher. Elle est 60%, 70%, bon voilà. Et du coup, il faut compenser ça. Dans un monde aujourd'hui où il y a de la performance économique, etc., on ne peut pas se cacher les yeux en disant oui, on va le faire. Non, si tu as 10 personnes qui sont 70% productives, du coup, c'est il te faut 12 personnes, un équivalent temps plein. Voilà, donc il t'en manque sur 10, il t'en manque 3. Bon, donc tu dois compenser ça. Et pour compenser ça, tu as des aides qui viennent aider. Oui. Voilà. Et ces aides-là, donc, elles servent simplement à dire que 70% est payé par l'entreprise qui recrute et on vient aider ce qui manque. Donc, c'est génial. Et c'est ce budget qu'on vient lever.
Donc on nous fait les salamalek d'un côté avec le symbolique, et on vient t'enlever la personne qui est censée décider des lois pour améliorer la situation des personnes handicapées, et de deux, on t'enlève du budget pour aider à l'emploi. Mais on ne parle pas d'allocations qui sont à 100%, on parle de la compensation, le petit truc en plus qui fait Oui, c'est que pas de l'argent qui n'a pas d'impact. ça a de l'impact. Mm. Parce que tu te dis, bon, après tout, si je prends une personne qui est plus lente ou à qui il faut s'adapter, mais j'ai une petite aide pour compenser, bah, feu. Oui, Tu vois, c'est gagnant, t'encourages oui. tout le monde à le faire. Ben non, on t'enlève ça. Donc le symbolique, encore une fois, oui. Le duo D, bien sûr. Les JP, les JO, les cérémonies, tous ces trucs-là, ok. Subventionner un sportif, ok. Mais derrière, il faut que ça soit suivi de faits. Et les faits, c'est quoi? En tout cas, pour mon domaine, celui dont on parle, c'est l'emploi. Et tu penses qu'il faudrait remonter les obligations d'emploi de personnes en situation de handicap? Aujourd'hui, toute pourcentage? entreprise de 20 personnes doit embaucher 6%. Oui. Est-ce que tu sais combien d'entreprises y arrivent? Non. 20%. Il y a 20% des entreprises C'est-à-dire que tu n'as que 20% des entreprises de plus qui de 20 atteignent les salariés 6%. qui arrivent. Incroyable. Donc si tu montes à 7 ou à 8, bon, pourquoi pas. Mais Mais ça va rien changer en fait. ça va rien changer, ça va juste te dire qu'il n'y en a plus que 12 ou 13% qui arrivent. Donc c'est pour ça Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles y arrivent? Qu'est-ce Ouais. qu'il faudrait faire? qu'aujourd'hui, tu as les contributions à GFIP Oui. qu'il faut payer si jamais tu n'atteins pas ton quota. Moi, dire qu'il faut à nouveau taxer les entreprises et y aller par l'angle de l'argent, bon, je sais pas. Donc Non, à un moi, moment, c'est pas... Enfin, oui. Ça m'arrangerait. Ça arrangerait mon business parce que plus elles doivent payer de contributions, plus elles ont besoin d'avoir recours à des entreprises Oui, comme la mais mienne. l'impôt, c'est souvent la marque d'un État faible. Voilà, exactement, c'est Donc, ça. C'est pas, pour moi, c'est pas par l'impôt, par l'argent. Et d'ailleurs, mon argumentaire, quand je visite une entreprise, l'argumentaire, c'est à la fin que je mets. Et en plus, ma prestation est déductible. oui, À la base, toi, moi, tu es c'est d'abord une entreprise performante. voilà, vous allez bien manger, vous allez faire de l'inclusion, vous allez pouvoir faire de la com. Je suis visible, ben moi je vous prête mon réseau social pour communiquer, dire que voilà, on fait Oui, c'est tout pomper bénef pour tout on le fait monde. pomper le passable si vous voulez. Mm. Ok, pas de problème, tout ça c'est dans les clous. Et c'est qu'à la fin que je dis bon, et le petit truc évidemment en plus qui est cool, c'est que le frigo connecté là, 3 000 € par mois, et moi ma prestation à 3 000 € par mois, bon, mais moi c'est que c'est déductible. Donc en Oui. fait ça revient plus qu'à 2 000. Ah bon? Et donc ça peut être un élément déclencheur, un élément Oui. de décision, un élément pour remporter, mais c'est pas mon argument principal. Donc il faut. Oui, mais parce que tu as la qualité derrière. Parce que de toute façon, Oui. même si c'est déductible et que l'entreprise galère tous les jours avec un service qui lui convient pas, elle le prendrait pas de toute façon. Donc, c'est le Exactement. premier critère. C'est pour ça que les arguments prioritaires, c'est Mm. on sait faire à manger, on sait faire le service, on sait faire tout ça, il y a des belles valeurs et tout. Et en plus, évidemment, économiquement, vous y retrouvez. Mm. Mais je ne vois pas ça sous l'angle financier. Pour moi, c'est vraiment une politique, justement, qui doit être incitative, d'inclusion, et peut-être augmenter, justement, la communication, les aides. Alors, attention, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, et peut-être qu'il faut les faire connaître. Il y a ce qu'on appelle aussi un site qui s'appelle l'achat inclusif ou la mission. Le marché inclusif. Le marché inclusif. Oui. c'est très peu connu. C'est très peu connu. Ou alors c'est connu des très grosses boîtes. Oui, tu as plus de 6000 prestataires qui sont référencés au niveau national. Mais combien de pianotes dessus pour voir? Très peu. Voilà. Très peu. Donc, et ce qui est dommage, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est tous secteurs confondus. Donc des secteurs où on a l'habitude de faire appel à des entreprises adaptées, le nettoyage ou la restauration. Mais tu as aussi des prestations d'informatique, de communication. Voilà. Donc là, tu vois, pour moi, il y aurait ne serait-ce que de la communication intelligente à faire sur, on appelle ça le sourcing inversé. Oui. C'est en gros, tu cherches une prestation, tu tapes là-dedans et tu peux trouver un annuaire de prestataires qui le font. Bon, nous, on est dessus, Trèfle est référencé dessus. D'accord. Mais aussi, tu vois, par exemple, je vois des appels d'offres sortir aujourd'hui, il y a marqué appel d'offres frigo connecté. Ok. En fait, en vrai, le donneur d'ordre, la personne qui a rédigé l'appel d'offres, c'est parce qu'elle ne connaît que cette solution. Automatique. Oui, mais en fait, c'est pas son besoin, ça répond pas. Son besoin, c'est pas ça. Son besoin, c'est d'avoir à manger le midi dans un format où il n'y a pas de cantine, il n'y a pas tout ça derrière. Ce que nous faisons. Sauf qu'elle ne connaît pas notre service. Donc, elle dit, oh, il y a le frigo connecté qui existe, donc elle fait un appel d'offres qui s'appelle frigo connecté. Et moi, j'arrive en disant, attendez, comment ça? Vous voulez vraiment que des machines? Vous voulez pas d'humains? Vous voulez pas de... Vous voulez si, manger? pourquoi pas? Si, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi en plus. Et là, je leur dis, vous, ce que vous voulez, c'est manger le midi avec un système qui marche, ticket resto et compagnie. Mais moi, je fais pareil avec une personne humaine qui fait le service, qui plus est dans le cadre d'une entreprise adaptée, donc avec de l'inclusion. Mais c'est génial, un truc de fou. Et donc, tu vois, il y aurait des choses à faire connaître comme ça, des incitations, des politiques incitatives, de dire avant de chercher un truc et tout, allez peut-être voir les entreprises. Enfin, il y a plein de choses, ne serait-ce que par la connaissance. Parce que demain, tu me dis, on augmente les charges, on augmente le pourcentage, est-ce que pour autant les solutions alternatives seront connues humaines? Non. Donc en fait, c'est pas forcément la solution.
Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui choisissent je pense à Ergo Santé notamment. Ergo Santé qui sûrement va avoir sa cantine trèfle en janvier. Ah, formidable. Eh ben, écoute, on pense à nos amis Samuel et Dominique et toute l'équipe d'Ergo Exactement. Santé. Ouais. Très belle entreprise aussi qui finalement est portée, si tu veux, par la même dynamique, qui est de se dire, en fait, on réfléchit pas dans une logique réglementaire par rapport à l'inclusion, mais en fait, on se demande comment est-ce qu'on peut être utile. Et on réfléchit à un modèle où l'inclusion vient faire partie de la fabrique du modèle Oui. managérial. Alors Samuel, c'est un exemple là-dedans, puisque Samuel, lui, il a créé une entreprise d'insertion à ses tout débuts. Oui. Il a toujours eu cette culture de l'inclusion, d'aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et ensuite, il est allé créer une entreprise adaptée, qui aujourd'hui, je compte, je ne sais plus combien de collaborateurs, mais c'est une très c'est la plus boîte. grosse du Gard. Oui. Voilà. Et c'est en discutant avec lui, ça fait partie du parcours. Et je l'ai oublié, mais quand j'ai parlé de ça, c'est dans sa petite guitoune là, qu'il a un peu son chalet là au bout du truc, que Trèfle est né. D'accord. C'est un discuter avec lui comme ça, où en fait je lui disais mes volontés, tous ces sujets, tout ça. Et c'est là où on a ensemble bâti le concept. Et son modèle, il est excellent parce que lui, il vient te vendre des solutions pour l'humain, l'exosquelette, pour le préserver, fabriquées par des personnes handicapées. Non, mais c'est la boucle est bouclée. Mais c'est merveilleux, le modèle est merveilleux. Et en plus, c'est une très très belle entreprise avec un développement qui est très rapide. Donc, c'est aussi une belle réussite économique parce que finalement, c'est ce qu'on recherche aussi. En fait, tu peux pas avoir d'impact si économiquement ta boîte fonctionne pas. Mais c'est pas durable. C'est pas durable. Moi, les gens me disent oui, mais mais tu fais ça pour le business. Tu as toujours des gens qui viennent te si chercher. Si tu gagnes pas d'argent, tu peux pas payer tes salaires. Mais heureusement que j'ai un bon modèle. Ouais. Heureusement qu'on va gagner. Mais il faut qu'on gagnera. Il faut qu'on en gagne le plus possible parce que ça veut dire que tous les emplois créés, ils vont être pérennisés. Puisque si je m'engage là-dedans, c'est pas pour faire des charrettes de 1000 personnes à la sortie. Non. C'est quoi ta mission? Créer l'emploi, c'est pas pour aller en virer. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, si je suis là pour créer l'emploi, forcément, c'est pour les garder. À un moment, il faut que ça fonctionne. Donc, il faut que ce soit durable, évidemment. Et c'est justement, tu vois, je parlais de la réduction des subventions à GFIP. Il faut qu'on soit en capacité à résister à ça. Tu vois, si imagine tous les mois je suis comme ça parce que si j'ai pas ma contribution ou ma subvention, je suis marron, ça va pas. Il faut que ça aide. Il faut que ça puisse aller chercher les personnes les plus éloignées, mais il faut qu'on ait un modèle durable. Oui. Et justement, pour créer de la durabilité, c'est un mouvement. Hein. Donc, toi, ça a commencé avec une discussion avec Samuel, après une discussion avec les personnes avec qui tu avais fait le campus. Si aujourd'hui, tu as des personnes qui ont envie, qui ont cette envie-là, qui ont ce moteur-là, qui ont cette inspiration-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent te voir et puis commencent à faire un business plan sur un bout de serviette. Comment ils se font accompagner, en fait ? Tu parles de quoi? Quelqu'un qui a envie de monter une entreprise adaptée, qui dit moi j'ai un problème et j'ai une solution. Ouais. Enfin là je commence à entrevoir une solution, mais en fait je sais pas comment on fait, je sais pas par quel bout le prendre, je sais pas par où commencer. Bon, en fait, pour avoir une entreprise adaptée, à mon avis, il faut quand même déjà avoir une espèce de business plan qui tourne, avoir de l'expertise en termes d'entreprise et tout, parce que c'est quand même une version un peu plus complexe que l'entreprise classique. C'est-à-dire qu'en plus de la durabilité du modèle économique, du business plan, tu dois avoir de l'adaptation au poste, voilà, moi je considère que c'est pas une chose aisée. En plus, tu dois monter un dossier avec les services de l'État, donc c'est-à-dire pendant 6 mois, tu as le montage de dossier. Donc, pour moi, il faut s'être forgé quand même une expertise en termes d'entrepreneur. Ok. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça veut dire que tu pourras capitaliser sur tes capacités managériales et de gestionnaire pour aller t'occuper de la nouveauté qui sera l'adaptation au poste, le côté adapté, l'accompagnement socio-professionnel. Et si tu mènes tous les projets à la fois, déjà que c'est pas facile quand même de créer une entreprise et de réussir, tu risques de courir un peu après tout. Moi, je considère qu'il vaut mieux quand même avoir une expérience ou avoir eu un poste un peu solide de directeur, par exemple, de centre de profit ou directeur d'exploitation. Et alors, il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, en fait, quand on parle de handicap en tant qu'entrepreneur, c'est du parcours des personnes en situation de handicap. Si toi, tu devais donner des conseils en termes de prise de décision au regard de l'emploi, au regard de la carrière, au regard de la réussite professionnelle, au regard de l'épanouissement, c'est-à-dire les questions qu'on se pose tous les jours, finalement, quelle que soit notre situation de vie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui sont en situation de handicap ? Alors déjà, je pourrais leur dire d'aller voir, parce que là, si je te réponds, j'ai 4 heures de vidéos à regarder sur ma chaîne YouTube où ils peuvent aller voir ça. Sur la chaîne Ghislain Morvan, je crée justement plein de tutos comme ça où j'explique en détail
comment recruter, comment postuler, comment faire son CV, enfin voilà, plein de sujets spécialisés sur les personnes qui sont RQTH, reconnues en OK. qualité de travailleur handicapé. Voilà. Après, euh, en fait, les conseils, c'est très souvent exactement les mêmes que dans le monde ordinaire. Simplement, ils sont adaptés. En gros, et puis surtout, d'aller chercher l'établissement qui convient. OK. Donc, ça dépend du handicap, ça dépend de la compensation, en fait. Mais tu peux démarrer, si vraiment tu as eu un gros accident ou que tu as eu un handicap qui est récent, tu peux démarrer ton retour à l'activité socio-professionnelle par les ESAT aussi. Les ESAT, c'est la version avant encore l'entreprise adaptée, où là, tu es dans le milieu protégé, où tu as moins de notions de productivité, voilà, t'as une subvention, voilà, c'est un autre système. Donc le retour à l'emploi, le retour à l'activité socio-professionnelle, où je me lève le matin, j'ai un projet, tout ça, tu peux démarrer par ça, parce que c'est beaucoup plus cool, et tu as moins le souci de la productivité. Tu vois. Oui. Et après, et c'est le rôle des ESAT d'être un tremplin, tu as la possibilité de basculer dans le monde ordinaire ou dans le monde ordinaire adapté, comme chez Trèfle, Mmh. entreprise adaptée, où là, tu vas avoir toujours ce regard bienveillant, ce regard d'adaptation au poste. Et après, tu peux aller dans le monde ordinaire, dans les entreprises. Et là, évidemment, vu les témoignages que j'ai de discrimination, mauvais traitement, harcèlement, enfin, moi j'ai des témoignages hyper graves. Ah oui. Il faut sélectionner son entreprise comme il faut. Pour ça, eh ben, j'ai fait une vidéo là-dessus pour les us et coutumes. Regardez les réseaux sociaux, regardez la communication. Est-ce qu'elle est handi-bienveillante? Est-ce que l'entreprise communique vraiment? Elle a une politique volontariste d'inclusion. Voilà, pour solliciter la personne qui publie ou qui dit ça et passer par elle en disant voilà, moi je suis une personne RQTH. Aujourd'hui, je me prends plein de barrières. Je cherche une entreprise bienveillante pour me donner à fond de l'entreprise et m'investir. Et voilà, trouver un espace de discussion, un espace d'écoute adapté en fait, à la personne qui a un handicap et qui veut bosser. Voilà. Et quand on t'écoute, on a presque le sentiment que, même en étant habitué au milieu ordinaire, on a presque plus envie de venir travailler dans une entreprise adaptée parce qu'on se dit qu'en fait, on y sera tout simplement mieux. Parce que ce à quoi tu as fait référence, c'est-à-dire le harcèlement, les mauvaises pratiques managériales, toute la toxicité qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, Mm. en fait, elle nous fait souffrir, quelle que soit Reconnaissance, oui. notre Que reconnaissance. tu ou que tu n'en pas, oui, oui. Et est-ce que tu penses qu'on va arriver à un point un jour où tu auras des personnes qui travaillent en milieu ordinaire qui vont candidater spécifiquement dans des entreprises adaptées parce qu'elles vont y trouver un cadre de travail plus bienveillant et plus agréable, tout simplement? C'est possible. Alors attention, parce que pour travailler dans une entreprise adaptée, il faut avoir une fiche de prescription pour être éligible. Et la fiche de prescription, elle est liée à ta RQTH, ta reconnaissance, et aussi à ton niveau d'éloignement de l'emploi. Donc en Ok. fait, tu vois, le système est quand même bien fait pour que tu puisses progresser, mais pas tellement de retour en arrière. Enfin, Oui, il y a oui. des possibilités, bien sûr. Hein. Il y a des possibilités. Tu peux revenir en ESAT aussi. Par exemple, tu peux avoir un handicap à 30 ans, avoir une énergie et une capacité d'adaptation jusqu'à 45-50 ans, et à 50 ans, donc tu as évolué vers le monde ordinaire, et puis à 50 ans, à nouveau, avec l'âge, avec tout ça, ton handicap te reprend un Te peu le dessus, reprendre ou dessus, ouais. l'adaptation et là, tu peux revenir en arrière sur les ESAT et tout ça. Donc les lois font en sorte que tu puisses, de manière justifiée. Mais c'est possible. Après, les entreprises adaptées, il n'y a pas tous les métiers. Il y a plein de choses qui n'existent pas. Enfin, Mm. donc, c'est pas aussi facile que ça. Tu vois. Mm. Voilà. Et puis, faut la demande client. Mais oui, moi, j'ai des candidats qui viennent effectivement du monde ordinaire et qui tapent à la porte. Hein. Oui, pas mal. Et hormis venir candidater chez toi, si on veut te trouver, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on peut t'écouter? Où est-ce qu'on peut t'entendre? Où est-ce que nos auditeurs et nos auditrices peuvent retrouver tes contenus? Bon, un peu partout, tu tapes Ghislain Morvan sur Google, GHY, Ghislain Morvan. Et donc, je suis pas mal sur LinkedIn sur un format plutôt écrit, Ok. pas trop de vidéos, sur des formats en fait de éducatifs, infographie, conseils, voilà. Et moi, je fais souvent des pictos, des photos, mais avec derrière du texte structuré. Instagram, c'est plutôt format vidéo, Ok. mais je suis court et pareil, inspirationnel. Et sur YouTube, c'est plutôt vraiment les formats longs, en mode, voilà, comment recruter, Les tutos, les voilà, comment vidéos. postuler, du podcast aussi inspirationnel pour voir qu'il y a des copains qui sont dans la même situation et qui ont traversé des épreuves, qui s'en sont sortis, qui témoignent. Donc des formats qui peuvent aller de 7-8 minutes sur le côté éducatif jusqu'à 50 minutes sur un podcast où vraiment tu rencontres un danseur qui a eu une maladie, qui du coup s'est retrouvé en fauteuil roulant, enfin un danseur qui dansait, qui a pris la retraite, qui a eu un accident, qui a eu une maladie, qui s'est retrouvé en fauteuil, qui a redansé après coup en fauteuil, qui fait des choses incroyables, et là tu te dis, ouais, Incroyable. attends, waouh, et donc, et ça donne de l'énergie, de la motivation, voilà, donc moi j'aime bien agir sur le côté éducatif, donc pédagogique, vraiment donner des tutos, et aussi côté inspirationnel.
Super, et ben écoute, un grand, grand merci Ghislain, j'ai appris plein de choses. Donc si moi qui connais un tout petit peu le sujet, j'ai appris pas mal de choses avec toi aujourd'hui, bah, j'imagine que nos auditrices et nos auditeurs qui étaient plus éloignés du sujet bah, ont aussi découvert pas mal de Je choses sur le l'espère. handicap. J'espère que ça les motivera, que ça motivera aussi plein de chefs d'entreprise à faire appel à Trèfle. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur. Avec Merci beaucoup plaisir, pour ton merci. temps. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Bon Choix, le podcast grâce auquel vous ne prendrez plus jamais de mauvaises décisions.